Bonjour à tous. Merci d'être là ce soir. Donc ce soir, moi, je vais vous parler de comment gérer la croissance en front. Par croissance, ce que j'entends, c'est pas de la performance, c'est pas écrire plus de code, c'est vraiment gérer la croissance d'un produit avec l'ajout de nouvelles features, la croissance des équipes, mais aussi l'évolution des technologies. En gros, la question, c'est comment s'assurer de livrer une interface cohérente quand on passe de 2 pages, 2 personnes, à 20 développeurs et 20 pages différentes à gérer. D'abord, je vais vous ramener un peu plutôt vers les années 2010 pour voir un peu, pour une startup comme Datadog, ce que ça a pu être le front-end et comment ça évolue avec le temps. Donc, il faut savoir que Datadog, ça a été créé en 2010 et en 2010, le front, c'était quelque chose d'assez simple. Et notre produit, il était assez simple aussi. Notre logo, il était un petit peu différent de ce que vous avez pu voir dans la salle. Mais dès les premiers jours, on avait déjà pas mal de features et des features qui étaient qui forment le cœur du produit aujourd'hui. Donc, on avait une page pour voir des métriques sur votre infrastructure. On avait une page pour voir des événements, une petite page pour avoir setup des moniteurs qui vont vous réveiller la nuit si ça marche pas, et nos premiers dashboards. En gros, c'était ça. C'est à la fois petit et gros, c'est-à-dire qu'on n'a que quelques pages, mais on a déjà des features qui sont un peu complexes, c'est-à-dire une librairie de visualisation, de dashboard, plein de petites choses comme ça qui font que le produit est simple, mais il y a déjà un peu de code à maintenir. Pour vous donner une petite idée, ça c'est maintenant. On a toutes ces pages à gérer, beaucoup plus qu'avant, ça a quintuplé environ. Donc la grosse différence, c'est qu'à l'époque, on était bien plus petits, à la fois le produit et les équipes. Donc tout le monde se connaissait et savait tout ce qui se passait en fait. On avait besoin de partager la connaissance qu'avec peu de personnes parce qu'il y avait que peu de personnes dans l'entreprise. Par exemple, on n'avait qu'un designer et front-end. Bon, bah, ça marche tout de suite beaucoup mieux. Lui était simple, la codebase était encore gérable et il y avait peu de développeurs qui s'en occupaient. Donc tout le process front-end, c'était quelque chose qui était assez simple. Et comme vous pouvez vous en douter, c'est pas resté comme ça éternellement. Ce qui se passe, c'est qu'en septembre 2014, on a introduit le premier de 2 gros changements qui nous ont amené à revoir toute notre manière de faire du front. Ce premier changement, c'est React. À l'époque, React, c'est en 0.9. Maintenant, on est en 16.4. Bon, il y a eu le petit bump 0.14.15 qui fait que ça, c'est pas aussi loin que ça. Mais petit récap de React, comme on est tous là, c'est toujours le framework qui permet de construire des interfaces. C'est open source en 2013. La partie qui m'intéresse ici, c'est que React, ça introduit la notion de composant. Bon, ça existait déjà avant, mais c'est vraiment eux qui l'ont démocratisé. Et donc, on passe à construire des interfaces qui sont des assemblements composants complexes. Et donc, React, il facilite ça. Petite side note, à l'époque, React, c'est là. Et donc, c'est vachement moins connu que jQuery. On fait des templates Backbone dans tout notre front. C'est super génial, Backbone. Et bon, et aujourd'hui, on est tout de l'autre côté, donc c'est complètement la tendance inverse. Tout le monde fait du React. Donc, pour en revenir à notre migration, passer à React, c'est changer toute la manière de construire son application. Donc, c'est un challenge technique assez immense quand on a déjà toute une application à maintenir et qu'on peut pas s'arrêter pendant 6 mois parce que on a des clients derrière qui attendent des nouvelles features, tout ça. Donc, on peut pas dire on fait plus rien pendant 6 mois, on migre tout à React. Il faut avoir quelque chose d'assez progressif. Et en plus, à l'époque, il y avait un petit peu moins de ressources React, de tutoriels, tout ça. C'était quand même quelque chose d'assez nouveau. Donc, on a eu quelques petites surprises. Ça s'est pas toujours très bien passé. On a eu des petits, voilà. Mais React, c'est quand même devenu notre standard parce qu'on avait compris que vraiment, c'était quelque part, c'était l'avenir et ça allait beaucoup nous faciliter la vie. Et donc, ce qu'on a décidé, c'est d'utiliser React pour tous nos nouveaux projets. On construit une nouvelle page, c'est en React. On construit un nouveau composant, c'est en React. Ça y est, on y va à fond, la tête la première. L'autre gros changement, à part React, c'est qu'en 2016, on a commencé à travailler sur un nouveau produit. C'est l'APM, donc Application Performance Monitoring. Juste savoir si vos requêtes elles vont vite ou pas, la version simple. Et donc, c'est la première fois que nous, en tant qu'entreprise, on travaille sur un produit nouveau.
c'est pas juste une itération de l'existence, c'est vraiment complètement quelque chose qui repart de zéro. Et donc, on décide de le faire en React, du coup, maintenant qu'on connaît bien React. Et c'est là qu'on arrive au cœur du challenge, c'est que on a d'un côté des applications, des pages historiques qui migrent peu à peu à React. Et donc, on commence à avoir des intermédiaires où il y a quelques composants React, mais on est toujours sur du Backbone, ou inversement, tu as quelques composants Backbone qui sont intégrés dans des pages React parce qu'on n'a pas eu le temps de les migrer. Et de l'autre, on a les produits qui sont construits à partir de zéro, qui sont tout en React. Et c'est là qu'on commence, et comme tout se fait un peu en parallèle, c'est difficile de partager les résultats de l'un et de l'autre. Et donc, on commence à avoir des petites différences qui apparaissent au sein de l'application. Et donc, je vais vous inviter à jouer un petit peu aux 7 différences dans les quelques slides suivants. Donc ça, c'est notre liste de facettes sur 3 pages différentes. Une liste de facettes, c'est assez simple. Hein, c'est juste un petit composant qui permet de choisir comment on fit la donnée. Mais comme on a eu 3 équipes qui travaillaient en parallèle sur des pages différentes avec des listes de facettes différentes, on s'est retrouvé avec 3 versions en React, un petit peu pareilles, mais un petit peu différentes. Et donc, non seulement on perd un peu en efficacité parce qu'on dépense plusieurs fois le temps nécessaire à faire la feature. Derrière, on ne partage pas les bugs fixes, les améliorations. Mais cette duplication-là, c'est pas juste le code dupliqué, c'est vraiment aussi un problème de design. Donc là, par exemple, c'est quelques en-têtes de page, header et compagnie. Donc, c'est encore des composants qui sont quasi pareils, mais pas tout à fait. Et le problème, c'est surtout qu'il n'y a pas de version officielle sur laquelle se baser. Donc, si on recrée une nouvelle page, on va encore avoir une version différente. Donc, côté front-end, à un moment, on a vu ça. On s'est dit, c'est l'heure d'investir dans la cohérence du produit. Et la cohérence, c'est important pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on veut pouvoir explorer des nouveaux styles, des nouveaux style, des nouveaux patterns à l'échelle de tout le produit, pas juste sur une page. Mais surtout, c'est important pour que les utilisateurs aient une expérience uniforme. On veut qu'ils trouvent leurs repères et moins l'utilisateur il va rencontrer d'obstacles à l'utilisation du produit, plus il va avoir de confiance, plus il va être efficace, plus il va pouvoir partager autour de lui aussi sa manière d'utiliser le produit et plus ça va nous aider à acquérir de nouveaux utilisateurs. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est assurer cette cohérence au cours du temps et donc l'intégrer dans nos process, l'intégrer dans notre vie journalière de front-end. Et donc, la solution qu'on a choisie, c'est de créer ce qu'on a appelé une guilde. Enfin, ce qu'on a appelé, il y a d'autres boîtes qui l'ont fait avant nous. Une guilde à l'automne dernier. Et donc, la Front-End Engineering Guild, ou FIG pour les intimes, c'est un groupe de développeurs issus de différentes équipes qui vont se regrouper et définir ce langage commun, ces composants communs qui vont être utilisés dans le front. Comment ça se présente ? C'est une rotation, c'est-à-dire que n'importe quelle équipe peut choisir de dire dans les 3 prochains mois, je vais faire partie de la guilde et donc je vais y dédier une semaine par mois. Et il va toujours du coup faire partie de une équipe habituelle le reste du temps. Ça permet, ce que ça permet, c'est d'être sûr que la guilde elle va résoudre des problèmes que les gens ont. Puisque les 3 semaines, on a des problèmes et la semaine d'après, on va dire on va les résoudre dans la guilde. Donc, leur principale occupation à ces gens qui font partie de la guilde, c'est de créer une bibliothèque de composants de base, tels que des boutons, des headers, tout ça. Et ils vont aussi, mais ils vont pas travailler que là-dessus, ils vont aussi travailler sur l'organisation du code ou, par exemple, ils ont eu un travail sur le nommage des fichiers pour s'assurer que tous les front-ends de toute l'entreprise ait un socle commun sur lequel travailler et que si on va voir le code d'à côté parce qu'on veut intégrer une feature, on va toujours retrouver nos repères. Donc, pour les composants, un composant à la base, c'est une petite brique qu'on va pouvoir utiliser dans toute une interface ou sur le site web, la page mobile, tout ça. L'exemple ici, c'est Carbon, le design langage d'IBM pour leurs produits cloud. Donc un composant, souvent, ça va être assez unitaire, mais ça va aussi être, donc comme c'est du React, on va pouvoir dire un formulaire, ça va être composé de plusieurs composants, et donc on va aussi avoir des composants un peu plus complexes dans le même langage de design. Comment ça marche ? L'important pour s'assurer que nos composants ils vont être réutilisables et réutilisés, c'est les properties. Pourquoi ? Parce que les properties, c'est l'API du composant, c'est ce avec quoi tous les développeurs ils vont interagir. Et donc, il faut s'assurer que non seulement ces valeurs de properties elles définissent bien la manière attendue d'utiliser le composant,
mais aussi qui restreignent un petit peu l'utilisation du composant à notre design language, avec un autre langage global de design pour s'assurer que ce soit toujours cohérent. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur standardiser ces propriétés. Par exemple, les tailles, comme vous voyez ici, size, ça va être des attributs qui vont toujours avoir des tailles de t-shirt. Donc, on a small, large, medium. Et donc, tous les composants, ils vont avoir ces tailles-là, en fait. Et c'est super parce que ça, comment dire, ça définit vraiment une manière d'utiliser les composants. C'est facile à documenter puisque ça fait partie du React normal. Mais après, l'autre aspect de créer des composants communs, ça va être le styling. Et là, on arrive à la CSS, notre meilleur ami. Et donc, la CSS, la manière dont on l'écrit et l'attention avec laquelle on l'écrit, ça va jouer un rôle immense dans la réalisabilité de nos composants. Pourquoi? Parce que la CSS est super puissant. Mais chaque sélecteur, ça peut avoir des effets indésirés, ça peut s'appliquer à des endroits inattendus, ça peut être en conflit avec d'autres sélecteurs. Et sans approche composant, on peut se retrouver à mettre une margin left qui va casser nos selects. Donc ça, on l'a eu catché en staging, donc on est content, c'est pas arrivé en prod, mais ça aurait pu. Comment dire? Et donc c'est pas la faute du développeur quand ça arrive ça, parce que le développeur il est pas capable, on n'attend pas de lui qu'il sache que quand il change une petite margine dans un petit bouton, ça affecte les selects à l'autre côté de l'application dans une autre page. Et la CSS, ça va être aussi des choses comme ça, où on va avoir 5, 10 déclarations de CSS différentes qui impactent le même composant. Et donc, c'est assez difficile de se représenter à quoi le composant va ressembler sans aller dans le browser. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour standardiser tout ça, pour rendre tout ça cohérent et un petit peu plus facile? On a utilisé le pattern BEM, B-E-M, c'est Block Element Modifier. Il y en a qui vont poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de CSS in JS? CSS in JS, c'est cool, mais nous, on voulait pas s'imposer une migration supplémentaire tout de suite. Donc, l'avantage de BEM, c'est que c'est un pattern qu'on peut appliquer dans n'importe quelle application qui utilise déjà de la CSS. Et donc, ça va être simple, c'est facile à implémenter et ça va répondre à notre problème sans nous imposer cette migration. Ça ne veut pas dire qu'on la fera pas plus tard. Ça veut dire que là, ça a vraiment résolu notre problème assez vite et donc on s'est dit qu'on gardait ça pour une autre fois. Donc, BEM, c'est quoi? C'est une convention de nommage. C'est rien de plus que ça. C'est une convention de nommage pour s'assurer que toutes nos classes, toute notre CSS, elle va vraiment être spécifique à notre composant. Donc, ça devient super dur du coup de clasher avec les composants du voisin, d'une autre page, tout ça. Comment ça marche? Par exemple, si je vous montre une carte, carte, ça va être le bloc. Dans le bloc, on va avoir des éléments qui vont être on va avoir des éléments qui vont du coup prendre le nom du bloc plus le nom de l'élément. Et les éléments, ils vont avoir des modifiers qui vont juste changer le style. C'est-à-dire que par exemple, secondary, ça va peut-être mettre le texte en un peu plus gris, un peu plus clair. Ce qui est cool, c'est parce que du coup, on va pouvoir changer les modifiers tout en gardant la classe de base qui va être du coup le style de base du composant. Et ça va être assez safe. Bon, une fois qu'on avait défini qu'on voulait faire tout ça comme ça, en React, avec des propriétés, du BEM, tout ça, il a fallu s'y attaquer. Et donc, on s'est dit, la bonne idée, c'est de commencer par un truc compliqué. Pour voir si on en était capable, pour voir aussi l'investissement que ça demandait. Et donc, le premier composant qu'on a migré, c'est Select. Select, c'est compliqué parce qu'il y a plein de petits comportements, parce qu'il y a des key bindings, parce que on a des selects multivalués, on a des selects qui vont chercher des données asynchrones. C'est un composant qui au final est assez compliqué et qu'on utilise partout. Donc faut faire ça bien. Et donc le select, le premier qu'on avait, ça c'est du jQuery, ça s'appelle Select 2. Derrière on l'a wrappé pour pouvoir appliquer nos propres styles. On a wrappé ce truc-là dans du React pour pouvoir l'utiliser en React. Bon, ça, c'est à l'époque. Et derrière, on avait fait une autre version parce qu'il y avait un ou deux cas où on n'avait pas envie, ça marchait pas bien. Donc, on avait du coup la version wrappé et une deuxième version comme ça. Donc, on a bien plusieurs implémentations qui vivent les unes à côté des autres, qui sont toujours pareilles, assez proches, mais au final assez différentes. Et donc, ni le même code, ni le même styling.
Et donc, ce qu'on a fait, première étape, bah, c'est se mettre d'accord sur ce qu'on veut que ça fasse. Donc, on a écrit des specs pour s'accorder sur tous les comportements attendus, sur tous les styles attendus. Et on a forqué React Select et on a créé notre propre composant Select. Il y a eu des petits challenges. Il a fallu s'assurer qu'on soit capable de gérer des datas. Pourquoi on l'a forqué? Parce qu'il fallait gérer des gros datasets de milliers de lignes et ça ne le faisait pas forcément très bien ou des choses comme ça. Donc, on a décidé de faire notre propre version. Mais toujours, même avec ces comportements compliqués, on s'est aussi assuré qu'il y avait un set de properties assez limité. Et comme ça, c'est toujours facile à utiliser. Sans mentir, ça n'a pas été facile. On est toujours en train de mettre un petit coup de polish par-ci par-là parce que Select, c'est un composant très complexe. Mais la grosse victoire, c'est que maintenant, on n'utilise que Select. Il marche bien dans toutes les pages et toutes les pages, elles ont un Select qui ont la même tête, les mêmes comportements, les mêmes key bindings. Et du coup, on s'est dit, bah, maintenant qu'on l'a réussi une fois, on va continuer. Et on est parti vers les boutons. Alors ça, c'est c'est un audit de toutes les instances de boutons dans l'app. Et on remarque encore ce pattern où ils ont tous un peu la même tête, mais il y a des petits décalages de petits pixels, il y a des petites couleurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, ce qu'on a fait attention dans ce cas-là, c'est qu'on a voulu réduire le nombre de styles différents, mais on a voulu garder de la flexibilité parce que on veut quand même être capable. Bah, là, si vous voyez bien, il y a des gros boutons, il y en a des petits, il y a avec des icônes ou pas. Mais ils ont tous quand même un style commun, ils ont tous une manière commune de se comporter. Et ça, c'est quelque chose qu'on a push ces derniers mois et qui a été un gros succès, un peu plus facile que le select, les boutons. Et ce qui est là où ça devient génial, c'est que comme on utilise le même type de prop, comme on utilise des tailles standards, et bah, quand on met les deux côte à côte, et bah, ça marche tout seul, c'est aligné, il n'y a plus rien à faire. Et donc là, on voit qu'on construit les fondations d'une interface qui va être cohérente et qui va être modulaire. Mais donc, dans ces fondations, les composants, c'est cool, mais il n'y a pas que ça. Un système de design, ça ne va pas se composer que de composants. On va aussi avoir des choses qui vont des fois être un peu plus fondamentales. Et donc, on va avoir d'autres éléments de base sur lesquels notre guild va travailler. Donc, ça va être des tokens qui vont remplacer, par exemple, les valeurs définies à la main, les spacing, les couleurs, tout ce genre de choses-là. Donc, ce qu'on a fait, par exemple, pour les couleurs, c'est qu'on a voulu utiliser un peu de less pour faire avec une mixin, un peu de CSS variable, et on a voulu, comme ça, on a une petite fonction avec un nom de couleur, sa couleur dans le thème light, sa couleur dans le thème dark, et après, c'est défini pour toute l'app et on peut la réutiliser partout. Et donc, ces couleurs, elles vont pas être liées à un composant. C'est là la grosse différence. C'est que les couleurs, elles vont avoir des noms qui vont pas être bleus, noirs. Elles vont avoir des noms de la manière dont on s'attend à les utiliser. Donc, on va avoir une couleur de background, on va avoir une couleur de bordure, on va avoir une couleur d'interaction. Et donc, avec ce petit nombre de couleurs, on va couvrir la plupart des cas d'usage et on se laisse la liberté de définir des petites couleurs spécifiques au niveau du composant. Là, on n'a plus besoin du coup de se poser la question des couleurs parce que elles vont être par défaut en accord avec les guidelines et la valeur spécifique va être la bonne parce que les règles d'utilisation sont en fait contenues dans le nom de la couleur. Et donc le gros avantage, c'est que derrière, bah, on a un dark theme qui est gratuit. Dès qu'on crée une nouvelle page, si on utilise les couleurs par défaut, elles vont se mettre bien en mode dark. Et on s'offre aussi la possibilité de changer ces couleurs facilement parce qu'en fait, ce qu'on change, c'est pas une couleur de bleu à violet. Ce qu'on change, c'est la couleur d'interaction. Et donc, si cette couleur d'interaction, elle est utilisée de manière cohérente partout, et ben quand on va la changer, ça va marcher partout. Et du coup, ça marche tout seul. Donc, maintenant qu'on a vu un peu comment ça marchait tout ça, c'est quoi les bénéfices globaux de cette affaire? Le plus important, c'est la qualité et la cohérence du produit. C'est mieux pour les utilisateurs. Et ça, c'est super important. Et surtout, quand on grossit très vite, on veut toujours continuer à avoir la meilleure expérience possible, à avoir un produit de qualité, un produit dont on est fier. Et donc ça, c'est le premier avantage. Deuxième, l'air de rien, ça aide aussi un peu avec le recrutement. Parce que avoir un environnement avec des composants de base, un système de design établi, un produit qui est cohérent et dont on peut être
content de travailler dessus, être fier de travailler dessus, bah, ça donne envie aux gens de venir participer. Et surtout, bah, ça a augmenté notre efficacité de beaucoup. Parce qu'on élimine les specs avec les petites restrictions de taille, les petits « ah bah là, il faut décaler de 13 pixels ». On réduit le nombre de décisions de la team de design et des développeurs. On laisse tout le monde se concentrer en fait sur nos problèmes métiers et pas sur ces petits problèmes qui en fait sont tout le temps répétés. Et aussi, ça fait moins de réunions, ça fait moins de QA parce qu'on sait que par défaut, ça va bien se comporter. En fait, tout va plus vite une fois qu'on a ces composants de base, ce langage commun. Et on a quelqu'un qui travaille chez nous qui s'appelle Nadir et qui a dit en gros, je devrais être capable de vous décrire l'interface au téléphone et quand vous l'implémentez, ça fait exactement ce que je vous ai décrit au téléphone. Et donc, c'est ça qu'on essaye de viser. Donc, si je dois vous laisser avec une chose, c'est que ce soit pour le code ou le design, ce langage, ce système de design, c'est pas juste les composants, c'est pas juste les couleurs, c'est pas juste les règles, c'est surtout une manière de penser l'interface. C'est utiliser les composants comme prévu, c'est ne pas créer un nouveau composant à chaque nouvelle page, mais réfléchir à réutiliser l'ancien, ou alors à incorporer des nouveaux use cases dans le système de design existant. Et c'est là que ça va fonctionner, et c'est là qu'on va vraiment progresser ensemble en tant que produit, d'entreprise et compagnie. Merci d'avoir écouté. On a quelques minutes si vous avez des questions à poser. Et voilà. Ouais. Alors la question c'est combien on est développeur front-end? Je dirais plus de 20, moins de 30. Je n'ai pas le nombre exact. Donc la question c'est est-ce qu'on a encore des composants backbone? La réponse c'est quelques-uns, très peu. Ça commence à être. L'avantage c'est que ça va être souvent sur des pages précises et donc les composants globaux ils vont par défaut ça va être les bons. Et on a peut-être une ou deux pages où il y a un petit composant legacy qui attend que ça qu'on migre. Mais ça fait aussi partie des choses dont la guilde fait attention, c'est-à-dire lister les endroits où il faut qu'on continue à les migrer et continuer cet effort commun. C'est ce que je disais quand je disais qu'on veut intégrer ça à notre vie de tous les jours. C'est tout ce que je vous ai montré là, c'est un début, c'est quelque chose qui n'est pas fini et c'est quelque chose qui va être un effort constant en fait. Et donc on est encore en train de faire cet effort, mais on est très content des résultats, donc on va essayer de continuer à le faire. D'autres questions? Oui, là-bas. Ouais. Alors la question c'est comment on gère s'il y a deux gens qui veulent des composants plus ou moins similaires qui font des choses différentes. La réponse de deux manières. Déjà on en discute. Par exemple pour les facettes on s'est mis d'accord sur des specs. On avait 3 équipes différentes qui avaient des attentes différentes. Et donc la première étape ça a été d'en discuter, de voir si on pouvait justement s'accorder. Et la deuxième réponse c'est un design system, ça va pas être quelque chose de figé, ça va pas être ton bouton il est toujours bleu. Ça va plutôt être ton bouton, il va toujours ressembler aux autres boutons. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit si c'est justifié. Et c'est ça la grosse différence, c'est que plutôt que de toujours faire différent, on fait différent que quand ça apporte de la valeur. Mais si ça apporte de la valeur et qu'il faut faire différent, on n'hésitera pas à le faire. Ça répond à ta question? D'accord. Oui, du coup. Alors, la première question, c'est est-ce qu'on a un endroit où il y a tous ces composants? Oui. On a un style guide qui est un peu comme un storybook, mais en différent, où tous les composants sont documentés, on les ajoute, ils sont tous testés unitairement. L'idée, c'est que ça doit être la partie la plus solide de notre application. Et donc, on a effectivement un endroit où on peut les voir et on peut interagir avec tout ça et qui évolue au cours du temps, où on peut regarder est-ce que le composant il est joli en dark mode et en light mode, tout ça. On a effectivement cet endroit-là qui sert de référence. Entre nos différents? Alors, comment on partage les composants? Aujourd'hui, c'est un monorepo.
Donc, on a un dossier avec les composants et on les importe. Ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça. Je pense que ça va terminer en librairie importée pour s'assurer que ce soit partageable si un jour ça finit ailleurs. Et puis, ça a du sens qu'ils aient leur propre version, tout ça. Donc, c'est quelque chose qu'on pense à faire. Comme je disais, c'est quelque chose en train d'évoluer. Mais on en discute. Je n'ai pas de réponse toute faite. Peut-être dans un an, j'en aurai une. Pas d'autres questions. Ouais. Alors, la question, c'est est-ce qu'on bride la créativité des designers? La réponse, c'est ça a été poussé par les designers. C'est eux, enfin, nous, on avait envie de ça, mais c'est aussi eux qui ont beaucoup porté le flambeau, qui ont mis à la main la pâte, qui ont fait des specs, qui sont allés chercher les couleurs communes et tout. En fait, c'est un projet assez sympa, et au niveau front et au niveau design, de définir un langage commun qui soit le nôtre et pas juste un bootstrap qu'on a récupéré. C'est très bien Bootstrap, hein. Je critique pas Bootstrap, c'est juste que on a des designers qui aiment bien faire leur. Enfin, bon, c'est cool d'avoir un langage à nous, quoi. Et donc ils sont vraiment contents de participer à ça et ça bride pas parce qu'en fait le cœur de la valeur ça va pas être le bouton, ça va être l'arrangement de la page, ça va être je veux afficher 10 000 serveurs sur une page, comment est-ce que je fais pour que le design soit joli, que ce soit cohérent pour l'utilisateur et tout. Au final le bouton c'est un problème qu'on n'a pas envie de réaborder tous les jours, mais dans notre guilde en fait on a plus ou moins moitié designer et moitié designer et moitié développeur et on travaille ensemble et ils sont super contents. Voilà. Une dernière peut-être? Non. Hop. Bah, on peut s'arrêter là. Allez,